Les podcasts du MAP, l'Observatoire des experts de la mobilité. Des informations, des interviews, des analyses sur des sujets d'actualité et prospectifs sur le thème de la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Retrouvez-nous sur notre site internet www.observatoire-map.org. Bienvenue dans ce numéro de la rubrique Startup et mobilité du podcast du MAP, l'Observatoire des experts de la mobilité. Ce numéro est consacré à la startup Furion, une startup industrielle spécialisée dans le domaine du deux-roues motorisé hybride et électrique, mais pas que, et nous le verrons. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Marc Evnis, CIO de Furion, qu'il a fondé en 2019, mais il s'agit en réalité d'une histoire qui a commencé en 2015. Précisons que nous avons déjà eu le plaisir d'interviewer Marc Evnis dans le cadre d'un numéro précédent du podcast du MAP, consacré à Le Mans Tech, qu'il a présidé de juillet 2021 à décembre 2023. Nous vous invitons d'ailleurs à écouter ce numéro si vous ne l'avez pas encore fait, mais aujourd'hui, nous échangeons avec l'entrepreneur pour parler de son propre projet. Je suis Laurent Henquet, directeur général du MAP, et je vous invite à écouter l'échange qui suit et qui s'articule autour des points suivants: la présentation de Furion, l'activité de la start-up, ses produits et ses projets, le challenge et les enjeux pour une start-up industrielle face à la prudence des investisseurs. Bonjour Marc, je suis très heureux de te recevoir à nouveau dans le podcast du MAP et plus précisément dans ce nouveau numéro consacré à Furion, une start-up que tu as fondée. Bonjour Laurent, merci beaucoup de m'accueillir de nouveau. Alors débutons notre échange par une présentation de la start-up. Présente-nous Furion. Alors tout d'abord, est-ce qu'on dit Furion ou Furion Motorcycles ? Alors on dit Furion, on dit Furion Motorcycles, ça a surtout été repris parce que sur les dépôts, il y avait déjà une marque Furion qui fait du casque de moto. Et puis voilà, pour ne pas polluer, pour nous orienter aussi sur notre activité principale qui est la moto, on a mis Motorcycle derrière. Mais l'entreprise s'appelle bel et bien Furion. Qu'est-ce que fait Furion? C'est une entreprise aujourd'hui qui fait de la préparation et de l'optimisation technologique pour véhicules, principalement autour des chaînes de traction électrique et hybride. Alors la start-up est basée au Mans. J'ai envie de poser la question, pourquoi le Mans ? Parce que je ne crois pas que tu sois manceau d'origine. Non, je ne suis pas né au Mans. Je suis né en Mayenne, juste à côté, à Château-Gontier. Par contre, j'ai passé une grande partie de ma vie en Sarthe. Et pourquoi Le Mans? Eh bien, Le Mans, c'est la mecque du sport auto, du sport mécanique. C'est aussi une belle instance technologique à différents niveaux, hein. Le premier vol des frères Wilbur Wright s'est fait au Mans. Il y a eu aussi une grosse histoire automobile avec la Bollé, les 24 heures du Mans qui en ont découlé, avec toute justement cette effervescence autour de la mécanique. Et donc on trouve énormément de compétences et des compétences très pointues dans les sports auto, ce qui nous permet, avec peut-être plus de facilité, de concevoir du prototype avec du bon conseil et de l'expérience. Alors, le nom Furion, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais approfondissons la question. Est-ce que Furion, ça a une signification particulière ? Oui, on y réfléchit parce qu'on veut un nom qui ait de l'impact, de la consonance. Donc, pourquoi Furion? Alors, Furion, ça vient de l'italien furia, qui veut dire justement, comme en français, hein, c'est quelque chose qui a beaucoup de hargne, beaucoup de mouvement. Et puis, le suffixe on, en fait, en français, est souvent superlatif. Alors, il peut être diminutif. Là, il est superlatif, mais aussi, il est aussi utilisé pour donner vie au premier nom ou le personnaliser. Donc, pour moi, c'était un peu initialement l'incarnation justement d'une forme de mouvement, de fureur. Après, on est dans le milieu de la moto, donc il y a une connotation aussi assez sanguine derrière tout ça. Et puis, je l'ai gardé. En français, on dit Furion, en anglais, on dit Furion. Et Fury On, c'est aussi un jeu de mots en anglais qui activait la furie, quoi. Je trouvais que ça sonnait plutôt bien. Voilà. Et on l'a déposé. Ah, ça sonne bien et c'est préparé pour l'international, donc c'est parfait. Et quelle a été l'idée, quelle est l'idée de départ qui a conduit à la création de Furion ? Alors, l'idée originelle, je dirais, elle date de 2015. C'est en mai 2015, j'ai été sur un Grand Prix moto avec un ami et moi j'avais été designer moto pour le magazine L'Intégral en 2004. Et ça faisait des années que je n'avais pas redessiné de moto et en voyant les nouvelles motos, je me suis dit, waouh, j'aimerais bien refaire un article dans un magazine en proposant une pige spontanée. Et donc, je me suis dit, ça part très simplement, je vais recréer une moto. Et comme à l'époque, je m'attachais à leur donner une plus-value technologique. Et il y avait un constat qui avait été fait notamment autour de la moto,
c'est qu'elle accuse toujours 20-30 ans de retard au niveau des technologies par rapport aux voitures. Je te donne un exemple très rapidement. Les premières injections en automobile, c'est 1970. Les premières injections moto, c'est 2000. Les ABS en automobile, c'est dans les années 80. En moto, c'est 2010. Et là, ça faisait bientôt 20 ans que la Toyota Prius avait été commercialisée, donc le premier succès commercial d'une voiture hybride. Et je me suis dit, tiens, il n'y a pas de moto hybride, eh bien, je vais en concevoir une, très simplement en imagerie de synthèse. Pour aller très très vite, on a une publication avec beaucoup de succès, et David Dumas, que je salue aujourd'hui, qui était à l'époque rédacteur en chef du magazine Moto Journal, m'a dit, Marc, c'est absolument fantastique, est-ce que tu vas la construire? Et moi, je me trouvais à une époque, mon deuxième enfant venait de naître. J'avais pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de réseau. Je me dis oui, je vais la construire. Et donc je suis parti de ce principe en disant je vais réaliser une moto hybride parce que ça me semble pertinent également. Voilà pour vraiment la genèse du projet. Donc un projet qui démarre sur la création d'une moto hybride, mais est-ce que le positionnement est aujourd'hui le même ou est-ce que les années d'expérience ont-elles entraîné une évolution des objectifs? En fait, est-ce que la start-up a pivoté comme cela se dit dans le milieu de la tech? Alors on n'a pas vraiment pivoté, mais par contre on a été beaucoup plus loin. Sur la première réflexion que je te faisais, c'était effectivement la moto accuse un retard technologique et on s'est orienté sur la moto hybride. On s'est rendu compte que faire une moto hybride c'était dur. Et comme la difficulté est mère d'opportunités, eh bien, on en a trouvé d'autres. Et surtout, l'autre constat, c'est que la dynamique véhicule moto n'a pas évolué depuis 80 ans, à peu près. Et donc, on s'est dit, on est à même de pouvoir proposer des améliorations sur la dynamique véhicule qui couvrent un ensemble très très large sur le comportement des véhicules, sur leur rendement, sur leur capacité de restitution d'énergie. On en parlera un peu plus tard. Et on s'est rendu compte qu'avec notre équipe, on avait toutes les armes justement pour relever un bon nombre de défis. Un nouveau modèle en fait de véhicule apparaître dans les prochains mois chez nous, l'année prochaine sans doute au niveau du public, pour présenter des technologies d'avant-garde sur du motocycle, mais également sur de la technologie qui touche toutes les chaînes de traction hybride, sa gestion, le comportement, ce qu'on appelle les lois de gestion de l'énergie aussi autour de ce type d'architecture. Donc il y a eu une évolution et on a plutôt été plus profondément dans le sujet parce qu'on s'est rendu compte on avait ouvert une porte où il y avait beaucoup de choses derrière. Finalement, on se trouve bien loin aujourd'hui du dessin d'une moto hybride dans une revue, et c'est en fait une belle histoire et une belle expérience que tu es en train d'écrire. Alors, quels sont les savoir-faire spécifiques de Furion, ou du moins quelles sont les compétences qui sont réunies au sein de la startup? Est-ce qu'on peut en dire deux mots? Oui, oui, complètement. Alors, moi, quand j'ai lancé ce projet-là, je n'avais aucune qualification. Donc, ma première préoccupation était de trouver un parrainage technique. C'est-à-dire de trouver des gens que je pouvais convaincre justement de la qualité de mon projet et qui puissent arriver avec un bagage important que je n'avais pas, alors notamment des doctorants ou des ingénieurs. Et j'en ai trouvé un bon nombre, que ce soit dans la mécatronique, dans la mécanique, dans les systèmes d'automatisation, les simulations numériques, la gestion de l'énergie, la dynamique véhicule, la liaison au sol. Donc en gros, notre panel va toucher vraiment tout le véhicule aujourd'hui, vraiment du comportement du pneu jusqu'à la gestion du moteur électrique et également sur la partie cohabitation hybride qui comprend un moteur, on va classer X parce qu'on parle de thermique, mais ça peut être aussi des moteurs à hydrogène, ça peut être des turbines à gaz, ça peut être des tas de choses, que l'on fasse cohabiter avec une chaîne de traction électrique. Techniquement, aujourd'hui, on maîtrise quasiment tout. On travaille avec un de nos partenaires qui s'appelle Yann Motion sur Le Mans et qui s'occupe en grande partie du pack batterie. On s'est rendu compte qu'on avait toutes les compétences pour réaliser un véhicule de A à Z, également châssis intégré à tout cela. Une petite précision, quand on parle d'hybride, et tu as évoqué justement la Prius qui a marqué le démarrage de l'hybridation dans l'automobile, alors on pense au couplage moteur thermique et moteur électrique. Mais est-ce qu'aujourd'hui on ne doit pas parler plutôt uniquement électrique? Ou est-ce que l'hybride a encore du sens malgré la fin annoncée, la fin programmée du moteur thermique? L'hybride a encore du sens dans la mesure, il faut qu'il soit bien pensé. C'est comme tout, hein, faire un véhicule hybride de 4 tonnes, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Euh, il faut justement bien les penser. Alors pourquoi ça l'intéresse? C'est parce que le conditionnement de l'énergie hydrocarbure, je parle hydrocarbure, hein, c'est pas nécessairement des énergies fossiles d'ailleurs, a une densité énergétique absolument fabuleuse. On est sur
pour 1 litre de carburant en hydrocarbures, vous avez un équivalent avec les meilleures densités de batterie de 25 kilos en comparaison. Et on n'a pas la main sur les matières. Et donc, il faut toujours pouvoir travailler l'hybride à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de développements qui sont faits également sur les moteurs à hydrogène en thermique, en ce sens. Il y a beaucoup de travail à faire, mais en gros, nous avons une capacité de conditionnement facilitée avec les hydrocarbures, ce qui nous permet de faire des véhicules légers. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez de l'autonomie en électrique, en tout électrique, votre véhicule, il va flirter avec les 2 tonnes très rapidement. Parce qu'il faut emmener plus de 100 kWh de batterie, c'est extrêmement lourd, c'est extrêmement coûteux en termes de fabrication, et puis en bilan carbone initial, s'il n'est pas fait en Europe, et encore mieux en France, eh bien on peut rester dubitatif. Par contre, l'hybride aujourd'hui, eh bien, il y a encore une très grosse filière thermique qui existe, qui est en reconversion. On va optimiser le rendement de ces moteurs, peut-être les repenser dans de nouveaux types de véhicules pour pouvoir amener des gens sur des très longues distances sans problème, ou sans qu'ils aient à recharger leur véhicule, refaire le plein tous les jours. Après, l'électrique a une force, c'est ses rendements en niveau urbain, parce que voilà, vous ne consommez pas quand vous êtes à l'arrêt, vous accélérez, vous freinez, donc vous avez des très bons rendements au niveau électrique. Et puis le thermique, sur du long terme, donc avec de l'hybride, vous avez le meilleur des deux mondes. Maintenant, j'insiste, il faut que le véhicule soit bien pensé. C'est aussi ça le sujet, quoi. Voilà pour ce qui est de la présentation de Furion, une belle histoire de start-up industrielle basée sur Le Mans, qui démarre en 2015 avec le dessin d'une moto hybride et qui s'écrit aujourd'hui en réunissant un grand nombre de compétences pour travailler au-delà de la moto sur une nouvelle dynamique véhicule qui couvre un large spectre du comportement comme le rendement ou encore la capacité de restitution d'énergie. En fait, Furion se lance le défi de créer un nouveau modèle de véhicule avec des technologies d'avant-garde qui concernent à la fois le motocycle, mais aussi toutes les chaînes de traction hybride, en ayant intégré en son sein toutes les capacités techniques pour créer et réaliser un véhicule de A à Z, y compris le châssis. Dans la partie suivante, nous allons aborder l'activité de Furion et rentrer plus dans le détail des produits et projets sur lesquels la start-up travaille. Marc, rentrons maintenant un peu plus dans le détail de l'activité. Quels sont les produits, les sujets sur lesquels Furion travaille actuellement ? Alors aujourd'hui, on travaille sur 2 sujets principalement. Donc, on a une chaîne de traction moto, donc moto hybride pour le coup. Et il y a un défi qui était très important et qui est très important aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la récupération cinétique en moto. Pour te la faire très simple, quand tu prends ta voiture hybride ou électrique, tu accélères, tu dépenses de l'énergie, tu freines, tu la récupères parce qu'il y a un transfert de masse sur l'avant et tes roues avant sont motorisées et elles vont restituer l'énergie du freinage dans les batteries. Voilà, c'est ce qu'on appelle la récupération cinétique. Les voitures le font super bien et les motos le font très très mal. Et pourquoi? C'est parce que dès qu'on touche à la roue avant sur une moto, dès qu'on veut la rendre électrique, on met un système de motorisation pour récupérer l'énergie. Eh bien, on crée des effets de bord très importants, notamment au niveau des gyroscopies. Et la moto, dès que tu prends un peu de vitesse, elle devient très rapidement inconduisible parce qu'elle ne tourne pas à cause de ses effets physiques. Et aujourd'hui, une moto récupère 5 fois moins d'énergie qu'une voiture au freinage. Alors, on peut parler des opportunités qu'il y avait au début de ce podcast. Ça, c'en est une très très grosse parce que au niveau du marché mondial, c'est vraiment une épine dans le pied. Et puis, c'est une espèce de Ouroboros, hein, ce fameux serpent qui se mord la queue, qui est très sensible en moto, c'est le poids. Donc, si on veut de l'autonomie, faut mettre du poids, faut mettre de la batterie, et en plus, elle récupère très mal. Donc, on travaille sur un système dédié sur les motos hybrides, mais qui va beaucoup profiter aux motos électriques, pour récupérer l'énergie à l'avant. On a mis au point un système donc, qui est breveté aujourd'hui, donc je peux pas trop en parler, parce qu'il n'est pas encore complètement libéré au niveau des diffusions. Et ce système-là nous permet non seulement de récupérer très efficacement l'énergie, mais aussi de motoriser la roue avant et de faire passer la puissance sur la roue avant de la moto. Si bien qu'on est en capacité de changer vraiment l'architecture et la dynamique complète du véhicule. On pourrait même avoir un nouveau type de moto qui va apparaître grâce à cette technologie. Donc nous, on est en train de boucler le premier proto. Ce que l'on a fait aussi, c'est qu'on a dû développer notre propre moteur à flux axial. Donc, ce sont des moteurs technologiquement assez récents dans le monde automobile, intégrés dans les roues nativement avec des rendements qui sont exceptionnels, donc avec plusieurs niveaux de tension pour son fonctionnement.
On est de 20 chevaux à 80 chevaux pour un moteur qui fait à peu près 8 kilos, en fonction des tensions appliquées, bien entendu. Et ça, c'est un moteur aussi que l'on intègre sur une autre architecture aujourd'hui à l'étude pour du châssis automobile. Parce que ces moteurs vont gommer, je ne pourrais pas faire un dessin ici, mais leur architecture enlève tous les défauts qu'avaient les moteurs cloches classiques, à savoir un moteur à flux radial, qui posaient problème sur l'intégration dans les roues des automobiles, à savoir les chocs d'entrefer notamment, que bien sûr je pourrais pas le détailler là, mais en gros on a une technologie qui nous permet de pouvoir réintégrer les moteurs dans les roues. Et les moteurs dans les roues, ça a énormément d'avantages aussi en automobile. Donc c'est quelque chose sur lequel nous travaillons. Une précision peut-être sur ce que tu viens d'expliquer concernant le moteur dans la roue avant. Il s'agit d'une moto électrique ou d'une moto hybride? Peu plus, peu le moins. En fait, on parle d'une moto hybride dans un premier temps parce que la moto électrique, aujourd'hui, le marché il est extrêmement faible. Euh, le marché mondial, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, c'est 960 millions de dollars. Et 85% de ce marché, c'est du scooter, dans le deux roues électrique. Pourquoi? C'est parce que la moto a toujours eu un côté récréatif et le scooter a un côté pratique. C'est quelque chose qu'on va avoir du mal à différencier en voiture, mais en moto, c'est très marqué. Et d'ailleurs, il y a un proverbe anglais qui dit la voiture transporte votre corps, la moto transporte votre âme. Et là-dessus, il y a une sensibilité par rapport, comment dire, à la préservation de la partie thermique en moto qui est indéniable pour prendre du plaisir. À savoir, dès que vous êtes en ville, être en tout électrique, c'est parfait. Mais dès que vous prenez la clé des champs, vous faites de la ruralité, de la route en montagne, eh bien, vous avez envie de jouer de la boîte, vous avez envie que votre moteur vibre, vous avez envie d'avoir des sonorités qui ne sont pas trompeuses. Et même, j'irais même un peu plus loin, le retour haptique aussi est bien meilleur sur des motos thermiques. Donc, c'est-à-dire que la capacité de faire corps avec la machine et de sentir la route est bien meilleure. Et les motards sont très sensibles à ça, si bien que les ventes de deux roues euh, électriques en moto ont un peu de mal. On y viendra, mais aujourd'hui, je pense que le marché est encore très largement ouvert à la moto hybride, et c'est pour ça que nous travaillons sur ce sujet-là. Mais par contre, si on fait de l'hybride à ce niveau-là, on est tout à fait capable, et c'est même plus facile de faire une moto électrique. Beaucoup plus facile. Donc tout est prêt pour le marché actuel, mais aussi pour le marché futur. Alors parlons aussi d'un très beau projet, puisque Furion a été choisi pour collaborer avec l'armée sur un prototype de quad électrique pour les troupes des forces spéciales, me semble-t-il. Un très beau projet, une très belle reconnaissance et un prototype qui a d'ailleurs été présenté sur les Champs-Élysées lors de la parade militaire du 14 juillet 2023. C'était une super expérience et surtout, j'insiste, pour tous ceux, on en parlera après, mais qui veulent se lancer, les projets qui peuvent émerger, c'est une question de rencontre, d'hommes et de femmes aussi qui peuvent dialoguer, qui sont des facilitateurs. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un appel par le colonel Nicolas, je ne peux pas donner son nom sur un média, mais on va l'appeler le colonel Nicolas, qui m'a appelé et qui me dit, Marc, j'aimerais beaucoup acheter une moto hybride. On discute et je lui dis, nous, on est en capacité de faire des tas de choses en hybride. On parle de la moto américaine Eagle, qui est un projet de moto hybride pour l'armée américaine, mais bon, moi, j'étais pas trop chaud pour ça. Et on commence à parler d'un quad tous les deux. Il me dit, mais il y aura un besoin dans l'armée. C'est parti aussi simplement que ça. On a monté un dossier. Il a vu qu'on avait surtout les compétences et puis la capacité à produire du prototype, parce que la plupart des gens qui travaillent dans notre équipe sont issus de la Formule 1 notamment. Donc ce sont des gens qui sont habitués à travailler souvent avec beaucoup de budget, donc là ils en ont beaucoup moins, mais surtout qui ont l'ingéniosité en plus des capacités d'ingénierie. Donc ils ont, comment dire, cette facilité à produire quelque chose d'efficace pour faire des tests. Et donc on a lancé ce programme, notamment qui est soutenu par l'Agence Innovation Défense, l'AID, et en soutien avec la STAT et le Battle Lab Terre. Et à partir de ça, on a commencé à dessiner avec beaucoup de souplesse d'ailleurs. Je reconnais qu'il y a eu des gens qui ont été bienveillants à différents niveaux sur l'armée. On n'avait pas beaucoup de budget et ils nous ont accompagnés. On était payés en temps et en heure pour faire justement ce premier prototype et qui nous a amené à faire beaucoup d'autres idées parce que l'exposition était exceptionnelle. Et on se rend compte que bah oui, c'est ce qu'on disait en France, on a beaucoup de talent dans des petites ITE, PME. Et donc, de les faire travailler sur des projets militaires, même très avant-gardistes,
Il y a de la matière, hein. De toute façon, en France, on est vraiment un pays d'innovation. Il faut juste que l'on puisse croire justement sur des petites structures. Donc, je salue l'engagement justement qu'a eu le colonel Nicolas pour mettre ce projet en avant, et puis aussi le soutien de l'AID qui nous a permis vraiment de développer ce véhicule. Alors ce véhicule doit permettre aux forces d'intervention d'arriver silencieusement sur le point d'opération, alors qu'aujourd'hui le quad qu'ils utilisent fait énormément de bruit, ce qui les oblige à laisser le véhicule à grande distance et à faire plusieurs kilomètres à pied. C'est ça l'idée en fait, arriver silencieusement sur place. C'est ça l'idée. C'est surtout le renseignement, donc le régiment de hussards historiquement français qui est intéressé, hein, parce que on fait pas de l'armement, c'est vraiment des véhicules là pour le renseignement, possiblement pour les forces spéciales aussi, puisque ça leur évite de faire une dizaine de kilomètres à pied. Il faut savoir que les véhicules d'origine, donc le quad d'origine Polaris MV 850 est à 85 décibels à peu près. À 85 décibels, vous l'entendez à 5 kilomètres à peu près, 5 à 6 kilomètres. Donc autant dire qu'au niveau de la furtivité, c'est nul. Nous, on descend à 60 décibels. Alors en décibels audibles, c'est 500 fois inférieur à ce qui est fait avec un thermique. Et en gros, on peut approcher à peu près à 20 mètres avant de se faire entendre. Donc, on a un véhicule qui permet notamment de conserver une autonomie d'à peu près 200 km, d'où l'intérêt de l'hybride, et d'avoir une capacité de 30 km en tout électrique sur de l'approche tactique, c'est-à-dire des approches à vitesse de patrouille. C'est un prototype qui a fait ses preuves à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, là, on est en livraison. Et ça dessine de nouvelles opportunités pour d'autres projets qui peuvent intéresser les militaires à différents niveaux. Une petite aparté, le quad aujourd'hui pèse à peu près 600 kilos. Si on avait dû le faire en tout électrique avec la même capacité de batterie, au regard de ce que ça consomme, on serait à peu près à 1,4 tonne, 1,5 tonne. Donc là, l'intérêt de l'hybride est vraiment prépondérant, surtout qu'ils ont des besoins de performance au niveau de l'armée en termes de rendement, efficacité, conditionnement. Et, euh, et le quad en a fait une très belle démonstration. On imagine que ce quad va être utilisé dans des conditions très spécifiques, sur des terrains de nature différente, le sable du désert, la boue, les marécages, des chemins rocheux, etc. Alors, ce projet a dû permettre à Furion d'acquérir une très belle expérience sur le plan de la réflexion et des connaissances. Alors, ça a permis d'acquérir des connaissances, mais je t'en parle au début, l'important c'est que les véhicules soient bien pensés. Et comment on fait un véhicule bien pensé? Bah déjà, on interroge beaucoup de consommateurs. Et le consommateur, c'est le militaire. Donc nous, on a tout de suite imaginé un véhicule, mais en concertation, on a imposé du 48 volts, notamment. Donc du 48 volts, c'est des tensions très très basses qui évitent les électrocutions, qui permet au véhicule même endommagé ou de passer dans l'eau de ne pas faire de risque d'électrocution. Parce qu'évidemment, si on fait un véhicule à 400, 600 volts, on peut avoir énormément de puissance. Mais par contre, voilà, ça devient très dangereux aussi pour l'utilisateur. Donc les conditions sont très spécifiques. Nous, ça nous a fait gagner en maturité parce que c'est du prototypage. Quand vous faites du prototypage, c'est pas quelque chose que vous avez les schémas sous la poche, vous êtes obligé de tout concevoir. Mais vraiment tout concevoir. Et là, c'est un véhicule, on a tout enlevé hein, dedans, hein, quasiment à part, on a gardé le châssis et encore il a été modifié et on a du tout réinstallé. Au regard des conditions d'utilisation qui sont propres à l'armée, au regard des réglementations, etc., bien sûr, on a aussi appris, et je pense que toutes les sociétés aujourd'hui qui font du prototype apprennent sur le prototype en même temps. C'est quelque chose de tout à fait normal. Donc évidemment, on a eu des tonnes de tests, on a testé des produits, des matériaux, des situations, etc. Pour pouvoir nous aussi gagner en compétences et aussi notamment s'acculturer avec le client qui est là militaire, donc qui est pas tout à fait le même que le client que vous pouvez avoir dans le civil, et de savoir ce qu'ils ont besoin précisément, du niveau de performance qu'ils ont besoin. Le confort est important, mais il est plus accessoire que dans le civil, par exemple. Et ce qui est important, c'est la sécurité, c'est la performance et aussi le coût. Parce que c'est facile de faire un véhicule compliqué et très cher, mais de faire en fait, les militaires, ils rêvent de la Jeep Police. C'était le meilleur cahier des charges du monde. Il était très facile à produire, très facile à entretenir, performante, utile. Et en fait, il faut pouvoir garder cet état d'esprit. Parce que la dérive, voilà, quand il y a beaucoup de budget, et c'était pas notre cas, elle est très facile pour mettre de la technologie partout. Sauf que quand ça tombe en panne, eh bien, ça pose un très gros problème à l'utilisateur, beaucoup plus gros que dans le civil. Donc, il faut pas que ça tombe en panne, par exemple. Donc, il vaut mieux que ce soit simple. Et c'est compliqué de faire simple. Donc, voilà.
Finalement, ce beau projet va peut-être en appeler d'autres sur le plan de l'armée, mais quels sont aujourd'hui les autres projets sur lesquels travaille Furion pour le futur? Alors il y a un projet, nous on essaie de mettre justement en parallèle nos projets civils et nos projets militaires, puisque comme on fait du développement technologique pour améliorer notamment la maniabilité des véhicules, si un secteur touche l'un, il va toucher l'autre par effet. L'architecture automobile dont je te parlais au tout début a bien sûr un intérêt important pour poser une architecture sur de nouveaux types de véhicules militaires. Et à plus forte raison, puisque je ne sais pas si tu as vu cette dernière vidéo de Mercedes où tu vois le véhicule qui fait demi-tour sur place. Alors ça, c'est une application tout à fait classique qu'on est capable de faire avec la nouvelle architecture, mais même un peu mieux qu'eux. Par contre, elle a plus d'utilité pour les militaires que dans le civil. Ça, c'est un des points qu'on met en avant. Et donc, on travaille sur une plateforme automobile et donc on a aussi un projet que l'on va proposer à l'armée avec cette nouvelle plateforme, puisqu'on a des rendements moteurs qui sont vraiment très très bons. On a des capacités de franchissement qui sont améliorées et on a surtout une très nette amélioration de l'habitabilité du véhicule et de sa simplification au niveau des transmissions. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important parce que c'est plus de masse embarquée, c'est plus d'espace euh, pour, euh, pour les personnes qui sont amenées à monter dedans, mais également une meilleure capacité d'évasion en cas de problème. Donc ça, c'est quelque chose que l'on propose. Après, dans la moto, eh bien, comme tu le disais tout à l'heure, on travaille sur la moto hybride, mais on travaille aussi beaucoup sur la moto électrique, parce que c'est quelque chose qui est sous-jacent et on a des projets notamment sur des applications peut-être plus de compétition avec ce type de véhicule. On regarde des résultats qu'on a aujourd'hui qui sont extrêmement prometteurs, parce qu'on a rattrapé le niveau de l'automobile en fait classique. Où je vous disais qu'on avait un 5 fois moins au début, aujourd'hui on a le même niveau de récupération d'énergie. Et c'est quelque chose qui a un attrait prépondérant, notamment dans la compétition, principalement sur la moto E. La moto E, c'est le championnat de MotoGP mais en électrique. Aujourd'hui, ils ont 8 tours d'autonomie. Ils peuvent avoir un peu plus maintenant qu'ils ont les nouvelles Ducati, mais nous, on peut augmenter, on peut donner peut-être avec notre technologie 2 tours de plus sans trop de problèmes. Donc voilà, ce sont des points qui sont importants aussi pour nous. On a plusieurs projets en développement, donc compétition, civil moto, et on va continuer à proposer des architectures pour l'armée à ce niveau-là. Comme on l'a proposé avec le quad hybride, sur lequel on a fait d'ailleurs un hybride série. C'est un hybride, comment dire, pas conventionnel en Europe. On est plus habitué à des hybrides parallèles. Je vous explique rapidement. En fait, un hybride parallèle, c'est quand vous avez les deux moteurs qui sont propulseurs et l'électrique va assister le thermique pour donner de la propulsion. Et dans les hybrides série, en fait, vous êtes toujours en électrique. C'est beaucoup plus connu dans le secteur asiatique. Et les moteurs sont considérés comme des prolongateurs d'autonomie. Alors pourquoi nous avons fait ça sur le quad? C'est qu'il y avait un souci aussi de grande polyvalence que l'on recherche. En fait, faire de l'hybride pour faire de l'hybride, c'est bien, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il y a beaucoup plus d'opportunités avec. Et surtout que le quad s'est donc transformé en génératrice électrique itinérante. C'est-à-dire un véhicule capable de produire de l'électricité n'importe où sur le terrain. Tant qu'il y a de l'essence dessus, bah, vous pouvez alimenter des drones, très importants maintenant pour l'armée, des postes de radio, des postes de commandement, etc. Avec ses capacités de production énergétique. Et ce tout c'est ça qui nous captive, hein, de pouvoir proposer des plus-values technologiques significatives, mais surtout bien pensées pour s'adapter justement aux clients et dans le milieu dans lequel ils vont évoluer. Marc, pour terminer sur l'activité, alors nous avons parlé de roues motorisées, véhicules militaires, mais il y a aussi un marché potentiel sur les véhicules dits intermédiaires. Alors ce sont ces petits véhicules urbains électriques qui n'existent pas encore vraiment aujourd'hui, mais que beaucoup souhaiteraient voir se développer pour décarboner les transports, pour réduire la pollution des villes, etc. Alors avec son savoir-faire, Furion peut-elle devenir acteur sur ce marché? Indéniablement. En fait, comme on travaille beaucoup sur la dynamique véhicule et l'amélioration des rendements, et le sujet de l'énergie va devenir un réel, un réel sujet s'il n'en est pas déjà un, dans la mesure où aujourd'hui, par exemple, quand on conçoit les véhicules électriques comme on concevait les véhicules thermiques. C'est-à-dire, on veut de la puissance, on veut du confort, on veut de l'autonomie. Bah, ça vous fait des SUV de 2 tonnes 5.
Hein, il n'y a pas photo, on peut pas faire autrement. Parce que les hydrocarbures sont tellement formidables en termes de densité énergétique. Si on veut le singer avec de l'électrique, on est obligé de faire des véhicules extrêmement lourds et extrêmement coûteux. Donc, nous, on propose une nouvelle approche et c'est amusant que tu m'en parles parce que j'en parlais hier avec un de mes ingénieurs sur la conception sans doute d'un nouveau véhicule. Mais je dirais pas qu'il faut repartir d'une feuille blanche. Mais par exemple, je vais te donner un exemple assez simple. Quand on avait des hippomobiles, donc des calèches, tout simplement, et qu'on a créé les premiers moteurs thermiques, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, on a mis les moteurs thermiques sur des calèches. C'est aussi simple que ça. On savait que les calèches jouaient le job, faisaient le job, et d'ailleurs les limousines étaient des calèches avec déjà des suspensions à l'époque, hein, ce qui était quand même assez dingue. On a mis des moteurs et puis on a roulé avec ça, avec des roues en bois, et puis on a rapidement vu les limites dès que les moteurs augmentaient en puissance. Notamment, on a dû intégrer des différentiels, améliorer les freinages, etc. Et donc, on a fait évoluer en fonction des moteurs thermiques les calèches pour créer des voitures. Aujourd'hui, on a des moteurs électriques qui arrivent et on garde encore nos calèches. Entre guillemets, aujourd'hui, les voitures. Moi, je pense sincèrement que dès qu'on est dans une transition, on est dans une transition, il y a un changement de paradigme, et il faut pouvoir adapter le produit aux nouvelles technologies. Les motorisations électriques ont des rendements qui sont complètement dingues. On arrive à 98% quasiment sur les meilleurs moteurs électriques. Et un moteur thermique, dans le meilleur des cas, sur une automobile, sur un diesel, c'est du 45%. Je dis bien dans le meilleur des cas. Sur des gros moteurs de bateau, c'est un peu plus de 50%. Mais on peut pas aller plus loin. Par contre, le conditionnement de l'essence est absolument fabuleux. On est sur un rapport de 25 par rapport aux batteries aujourd'hui. Et donc, même si on a d'excellents rendements en machine électrique, eh bien, on aura toujours une tonne de batterie pour aller loin, encore au moins pendant une décennie. L'autre avantage des moteurs électriques, c'est qu'on peut les mettre absolument partout aujourd'hui. Et comme je t'en parlais tout à l'heure, nous, on a 8 kilos, on a 80 chevaux. On est capable de faire des moteurs de 10 kilos aujourd'hui qui crachent 200 chevaux maintenant en électrique. C'est absolument rien en termes de rapport poids-puissance. On peut le mettre partout. Et donc, ça nous invite à repenser l'automobile. Je le pense sincèrement. Et donc, on a commencé à créer des idéations sur de nouveaux modèles de véhicules, on peut pas développer aussi, mais qui tiennent justement de la mobilité intermédiaire. Plus de profil, moins de poids, facilité de conception, de fabrication, quasiment pas d'entretien. Enfin bref, tout ce qui va s'inscrire dans les nouvelles mobilités. Mais là, on parle sur des projections qui sont décennales, hein. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut proposer ça. Mais en tout cas, on est en train de faire maturer l'idée sur ce que peut être l'automobile de demain et de s'inspirer justement du potentiel des nouvelles technologies. Furion travaille donc principalement sur le développement d'une chaîne de traction moto-hybride, considérant que le marché de la moto électrique est encore extrêmement faible, avec l'objectif d'améliorer de façon conséquente la récupération cinétique, c'est-à-dire la récupération de l'énergie au freinage, car aujourd'hui une moto récupère 5 fois moins d'énergie au freinage qu'une voiture. Un défi très important qui amène Furion à innover en travaillant sur une nouvelle architecture et dynamique qui pourrait conduire à l'apparition prochaine d'un nouveau type de moto. Pour cela, Furion a créé son propre moteur à flux axial, intégré dans la roue avant avec rendement exceptionnel et développant de 20 à 80 chevaux pour 8 kg. Ce moteur peut aussi être intégré à une autre architecture actuellement à l'étude pour un châssis automobile et qui gomme le défaut des moteurs à flux radial existants dont l'intégration dans les roues des automobiles pose problème. Mais nous l'aurons compris, le savoir-faire de Furion lui permet aussi de travailler sur une moto 100% électrique, techniquement bien plus facile à réaliser selon Marc Evnis. Dans le même temps, Furion s'est rendu très visible dans le cadre d'un projet développé en collaboration avec l'armée française et soutenu par l'agence Innovation Défense, AID, un quad hybride pour les forces de renseignement qui a été présenté lors du défilé du 14 juillet 2023. Une très belle et précieuse expérience qui permet à la start-up de mener en parallèle ses projets civils et militaires qui peuvent ainsi bénéficier des développements technologiques réciproques. Dans la troisième et dernière partie de notre échange, nous évoquons avec Marc Evnis les enjeux économiques pour les start-up industrielles confrontés à la frilosité du monde de l'investissement. Eh bien Marc, tout ce que tu viens de nous expliquer dans les points précédents me font dire qu'on est finalement aujourd'hui bien loin du petit dessin ou du dessin de la moto hybride de 2015.
Oui, 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 mais après, c'est une continuité. L'entrepreneuriat, Laurent, tu le sais bien aussi, c'est complètement itératif. On ne part pas, euh, l'iPhone, il n'est pas sorti du garage de Steve Jobs et Wozniak, hein. Au début, c'était un pauvre PC en contreplaqué avec des, euh, des cartes imprimées sous un soleuse qu'on a fait avec des moyens très artisanaux. Et, et nous, enfin, je veux dire, c'est la même chose aujourd'hui. Au début, enfin, moi, il y a un truc qui me fascine dans l'automobile. Je vais digresser un petit peu, mais toutes les grandes choses, et c'est pas que l'automobile, toutes les grandes choses, et j'espère pour Furon que ça va devenir une chose, en tout cas, c'est bien parti, ont un tout petit commencement. Et en fait, moi, je m'inquiète vraiment quand je vois ces marques qui émergent, injectées, dans lesquelles on injecte des milliards pour qu'elles grossissent aussi vite qu'une start-up dans le numérique et qui font de l'automobile. Eh bien, je me dis, ça fait des colosses au pied d'argile, en fait. Il y a une hype fantastique, on annonce des technos, il y a une pas possible, il y a un lobbying de dingue, et puis on se rend compte que bah, on peut pas réaliser quelque chose de fou en 3 ans. Il y a eu des projets qui ont été fous, qui ont été réalisés en moins de 10 ans. Concorde, par exemple. Concorde, feuille blanche, un avion qui vole, c'est 8 ans. C'est complètement fou, quoi. Mais par contre, il y avait l'État derrière, il y avait énormément, on était dans les 30 glorieuses, il y avait énormément de foi dans ce que nous étions capables de produire. Aujourd'hui, cette fois-là, alors il y a des messages politiques hein, qui sont forts, qui sont lancés en ce sens, mais personne n'y croit encore, quoi. Enfin bon, on va retomber sur les investisseurs ou quoi que ce soit, mais au bout d'un moment, il faut avoir la force de ses convictions. Et les forces, ben, on a beaucoup de mal à les trouver. C'est un sujet qui m'est très cher aujourd'hui, notamment dans l'entrepreneuriat. Mais donc, cette itération, aujourd'hui, elle est absolument nécessaire. Il faut surtout que les gens prennent conscience que quand il y a un petit jeune, ou un moins jeune d'ailleurs, hein, qui a des idées dans un coin, eh ben, il faut se dire que tous les gens qui ont eu des idées qui ont changé le monde étaient exactement dans la même situation à un moment donné. Exactement. Ça n'a pas dérogé à la règle. Steve Jobs, c'était un hippie quand il a fait son premier prototype d'Apple. Lindbergh, avant de traverser l'Atlantique, eh ben, c'était quelqu'un qui était marginalisé. En fait, ces gens-là, ils ont changé le monde d'une certaine façon. On ne parle pas des personnages, mais à un moment ou l'autre, ils ont toujours, on se demandait qui c'était ces drôles de zozos qui étaient dans un coin. Et donc, faut avoir foi justement en des gens qui travaillent dans un garage, en des gens qui dessinent sur une feuille des idées, qui se permettent de rêver, mais surtout qui ont la volonté de vouloir concrétiser ça. Il faut leur laisser leur chance. Moi, ça me paraît important. Donc parlons entrepreneuriat, un sujet, tu viens de le dire, qui t'est très cher et on sent bien toute la passion et ta vision. Alors finalement, se lancer dans une start-up industrielle comme tu l'as fait avec Furion, n'est-ce pas un pari risqué? N'est-ce pas un challenge un peu fou? Il faut avoir énormément de résilience. Je vais citer Marc Simoncini, qui est un entrepreneur à succès dans le numérique, notamment avec e-France, qu'il avait bien vendu, et puis encore mieux vendu par la suite, qui était un entrepreneur, qui est un entrepreneur brillant dans le numérique et qui a voulu se lancer dans l'hard tech, notamment avec Angel Bike. Et il n'a pas arrêté de le dire, hard tech is hard. Effectivement, ce n'est pas aussi facile. On débug pas quelque chose d'aussi lourd qu'un outil industriel qu'un logiciel. Et en fait, les erreurs coûtent vite très très cher. Donc il y a, oui, c'est une forme de masochisme. Euh, Moi aujourd'hui, ça commence vraiment à bien se passer parce que voilà, je commence à être connu et reconnu à certains endroits. Mais pendant plusieurs années, bah, j'étais le zozo du coin, quoi. J'étais le doux rêveur. Bah, je les ai gardé d'ailleurs des lettres au vitriol par rapport à mon profil et puis mes ambitions qui étaient difficiles à accepter, mais elles ont consolidé ma volonté de vouloir réaliser quelque chose. Et surtout, et ce que je recommande à tout le monde, c'est de vous entourer des gens qui sont moteurs. Le reste n'a aucune importance. À partir de cela, oui, c'est un pari risqué parce que le deuxième point, c'est que, et c'est ce qui m'a motivé notamment dans l'action de Le Mantec dont nous avions vu dans un précédent épisode, c'est de pouvoir accompagner sur l'énorme trou dans la raquette qu'il y a en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux faire ton projet industriel, tu veux faire ton petit camion avec une architecture révolutionnaire, tu fais ton prototype, t'arrives, t'empruntes de l'argent à des copains ou des copines, et tu fais ton proto, c'est génial, il y a de la pub, il y a des politiques qui viennent voir, il y a une hype, comme on dit, ou c'est mainstream, excuse-moi les anglicismes, mais en gros, il y a une médiatisation qui est très forte autour du produit, elle donne confiance à l'entrepreneur, on se dit, bah,
On va pouvoir maintenant aller plus loin et lever un peu d'argent pour pouvoir produire ce fameux poteau de pré-série. Et là, on regarde et on voit les réglementations européennes qui sont très très dures. Il faut savoir que aujourd'hui, chez un constructeur, un tiers du budget R&D est prévu pour la réglementation et la dépollution du véhicule. Et c'est des budgets, on ne parle pas de petits budgets sur ces grosses entreprises. Par exemple, le programme Clio pour Renault, c'est 600 millions d'euros à peu près. Une moto, c'est beaucoup moins. Chez Suzuki, ça tourne, parce que je n'ai que ces chiffres-là, entre 30 et 50 millions d'euros. Vous allez pas lever ça parce que vous avez un beau proto. Donc vous demandez un petit peu d'argent auprès des investisseurs. Et j'en ai vu beaucoup. Il y en a beaucoup qui plébiscitent, qui disent c'est un super projet, mais soit c'est pas dans le scope, parce que les ROI sont trop longs. Donc les retours sur investissement, les ROI. Dans le numérique, c'est 3 ans à peu près, 3 à 4 ans. En industrie, c'est 7-10 ans, minimum. Donc ils vont pas investir dedans. Et aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ont du talent, qui ont des produits qui peuvent marcher, et il n'y a pas un investisseur français qui se positionne dessus. C'est juste dingue. Moi, j'ai vu pas mal de fonds, et c'était juste des gens qui n'ont pas la culture de l'industrie. Il y a une explication derrière tout ça, hein, c'est qu'on ne sait plus faire de l'industrie en France. Il y a des gens qui savent le faire, mais les investisseurs, ils ont investi, ça fait presque 40 ans qu'ils investissent dans du numérique. Donc, bah, ils savent pas investir dans l'industrie, ils comprennent pas et donc ça leur fait peur. Et donc, s'il n'y a pas un grand nom qui vient dedans, bah, ils vont pas y aller parce qu'ils ont pas assez de confiance. Ils n'auront que la vision du mec ou de la nana qui sort de son garage et qui est pas crédible. Sauf que cette personne-là, au bout d'un moment, elle va s'exporter, ce qui arrive dans la plupart des cas. Ils partent à l'étranger, ils lèvent de l'argent et il y a une belle boîte étrangère qui est d'origine française, qui voit le jour avec des fonds étrangers et qui n'est pas française pour le coup. Tes explications ont le mérite d'être claires et de bien imager toute la difficulté de l'entrepreneur en France. Pourtant, on parle de réindustrialisation de la France et de l'Europe, et les politiques portent ce projet. Mais l'avenir de l'industrie française et européenne ne passe-t-elle pas justement par un soutien, un encouragement massif du système start-up, bien plus agile et bien plus capable d'expérimenter? Alors, à ton avis, quel message faudrait-il faire passer aux politiques, aux investisseurs et aux industries déjà bien établies? Il y a un film que j'aime bien, qui est bien fait, c'est Lord of War avec Nicolas Cage. Je sais pas si tu l'as vu. En gros, bon, c'est un milieu complètement différent, il travaille dans l'armement. Et lui, c'est un tout petit et il va voir les grands fabricants d'armes, en gros, sur les salons. Il se fait snober comme pas possible. Bah, c'est exactement ça. Dès que vous allez voir un groupe ou quoi que ce soit, ils vous prennent pour un arme. Enfin, moi, j'ai eu des demandes de part de grands groupes qui m'ont demandé quasiment l'intégralité de notre R&D pour savoir si ça pouvait les intéresser. Mais on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? On est où, là? On est où toute notre valeur ajoutée, vous voulez qu'on vous la donne pour savoir si ça vous plaît. Ben, on vous la donne, quoi. Et il y a pas de communication. En fait, il y a un souci, c'est le fait d'être hors sol. Être hors sol, c'est quoi? C'est en fait, on évolue dans un milieu et on ne côtoie pas d'autres milieux. Donc on pense que les normes dépendent dans le milieu dans lequel on évolue. Et savoir celui qui n'est pas la réalité. Les grands constructeurs, la plupart du temps, n'ont pas la réalité du ce que veulent réellement les gens. Aujourd'hui, la question qu'il faut pas poser à un constructeur, c'est qu'est-ce que je dois acheter comme voiture? Il est incapable de répondre la plupart du temps. Lui, il propose des produits, puis il voit ce qui se vend bien ou pas. Je vulgarise, hein, je prends des gros raccourcis en disant ça. Mais je discutais la dernière fois avec Éric de Seine, qui était encore récemment le directeur général de Yamaha Europe, et il me disait, parce qu'il y a des gens qui lui disaient, mais vous êtes tout le temps joignable, vous êtes super accessible. Et il disait très justement, vous savez, entre moi et mon client, à savoir le consommateur de moto, il y a 6 personnes minimum. Si je peux pas lui parler directement, quel message va m'arriver? Il a entièrement raison. Et en gros, les grands groupes, eh bien, que ce soit Peugeot, alors j'ai essayé, j'ai écrit à plein de gens, notamment à la direction, qui est maintenant aujourd'hui patron de Stellantis. Je n'ai jamais eu de retour, mais bien sûr jamais, parce qu'il y a des filtres, c'est pas eux qui lisent les lettres, et puis il y a des gens qui lisent tous les courriers quasiment et qui prêtent attention et qui cherchent justement les opportunités, parce que l'opportunité, l'innovation, elle va jamais sortir de là où on l'attend. Elle ne sort jamais de là où on l'attend, c'est jamais arrivé. Apple a sorti des choses à une époque, mais quand ils ont sorti le Macintosh, je reprends souvent l'exemple d'Apple parce qu'ils ont quand même été très innovants dans les années 80. Le Macintosh, c'était un truc de dingue et ce qui a fait la réputation d'Apple. Et d'ailleurs, quand Steve Jobs, qui avait cette veille technologique très importante, parce que Apple, le Macintosh,
c'est comment dire, la cohabitation de la souris et de l'interface graphique. C'est aussi simple que ça. Il y a que lui qui avait pensé à ça à l'époque. C'est quand même dingue. Et c'est quand il est revenu après pour proposer le iMac, qui était un modèle très adapté pour les ménages, qu'il a pu relancer la marque. Et pourquoi? Parce qu'il a écouté le consommateur. Le problème des grands groupes, c'est qu'on a des instances très technocratiques avec des gens en cravate qui vous snobent. Voilà, tout simplement. Je ne peux pas leur parler, je ne suis pas intéressant, je ne pèse pas assez lourd. Et ces gens-là, aujourd'hui, alors je vais avoir un discours très dur, hein, mais moi, la perception que j'ai de tout ça, ils sont persuadés de tout savoir, de tout connaître. Des fois, je leur fais des propositions, et notamment, c'était encore avec le CTO d'un grand groupe, la dernière fois, il me dit, mais Marc, ça, on a déjà essayé, ça marche pas. Ah, c'est parce que vous avez essayé que ça ne marche pas. Moi, j'essaie de voir où ça peut marcher ailleurs par des gens qui ont de la vision, qui ont la hargne, qui n'ont pas de moyens pour le faire. Parce que quand vous vous battez pour quelque chose, vous trouvez les moyens de trouver des ressources et ce n'est pas nécessairement financier, c'est de la conviction, c'est de la foi. Et quand vous avez des ingénieurs qui travaillent sur un projet qui leur tient à cœur, et ça c'est Tim Cook qui le disait, une équipe de 10 ingénieurs est capable de faire beaucoup mieux que 250 s'ils ont vraiment des convictions pour ce dont quoi ils travaillent. Et c'est pour ça que le gouvernement notamment doit avoir un œil très attentif sur tous ces entrepreneurs et entrepreneuses qui se lancent sur des projets hard tech. Il y en a plein. Il y a un collectif start-up industriel avec Eleonore Blondeau, justement, qui essaie de porter des messages à ce niveau-là. On fait la même chose aussi à Lementech. Il y a une émergence de gens qui ont vraiment des convictions dans le secteur industriel parce qu'elle doit être réinventée. On n'est plus dans les industries des années 50. L'industrie, ça peut être propre, ça peut être sympa, ça peut être plein de challenges. Moi, j'ai encore eu 2 personnes qui ont demandé à rejoindre le capital de mon entreprise la dernière fois. C'est des ingénieurs. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, waouh, mais on fait ce qu'on a envie de faire, quoi. Et on fait un métier qui peut être passionnant. Et donc, à partir de là, oui, il faut se lancer dedans. Mais oui, il faut que l'État ait un coup de projecteur aussi là-dessus. Je vais pas essayer trop de m'étendre, mais comme je te disais, c'est des ROI à 5, 7, 10 ans. Plus entre 7 et 10. Et le problème, par rapport à un État, ça ne correspond pas à des temps électoraux. C'est comme le nucléaire, tu vois, le nucléaire, aujourd'hui, on exporte de l'électricité. C'est super. Mais grâce à qui? Bah, Giscard d'Estaing. Bon, bah, écoute, Giscard d'Estaing, il est plus là maintenant. Mais parce qu'il a appuyé très fortement. Aujourd'hui, on a un parc qui nous permet de rayonner. Si on veut que la France, elle rayonne d'ici 20 ans, c'est aujourd'hui qu'il faut agir et c'est sur les entrepreneurs. Comme l'éducation, si on veut avoir un pays qui revient en pointe au niveau de l'éducation, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Mais on va pas récolter les résultats dans 3 ans. On va les récolter dans 10, 20 ans. Et il faut avoir un énorme courage politique pour faire ça. Et il faut avoir un énorme courage aussi au niveau des grands groupes, parce qu'il y aura un turnover et les gens qui sont décisionnaires aujourd'hui n'auront pas ou auront peu de chance d'avoir justement le bénéfice de leur initiative actuelle. Incompatibilité avec le temps électoral, incompatibilité avec la logique de l'argent rapide et facile, trop souvent poussée par les fonds d'investissement de capital risque, et pourtant certains pays sont plus propices que d'autres. Alors espérons que le message puisse passer et que les habitudes puissent changer rapidement. Marc, on ne peut pas terminer ce podcast sans parler du projet X Mobility Factory qui va se développer au Mans et dont tu as été un des initiateurs durant ta présidence de Lementech. Alors, Furion va nécessairement intégrer X Mobility. Oui, complètement. Furion, c'est l'archétype, en fait. C'est aussi quelque chose on a décidé que pour accompagner les entreprises, il fallait des gens qui aient fait des entreprises et qui aient essuyé beaucoup de plâtre. Et Furion a essuyé beaucoup de plâtre à ce niveau-là, sachant qu'on a fait un POC, ça a très bien marché, on a essayé de trouver d'argent, on a eu un mal pas possible. J'ai trouvé un investisseur qui est passionné de moto et qui a le goût du risque pour nous accompagner financièrement, mais aussi en tant que conseiller très avisé dans l'aventure que nous sommes en train de faire. Et en fait, on s'est rendu compte que les coûts de fabrication pour du prototype, notamment de pré-série, c'est un facteur qui est 20 fois supérieur à peu près à votre premier démonstrateur. Alors, je grossis le trait. Et la factory, c'est un lieu où on va mutualiser les compétences, les machines-outils, d'avoir des locaux aussi à disposition pour les entreprises, qu'elles puissent créer leur proto de pré-série, voire leur première petite série, en diminuant drastiquement les coûts. Et le deuxième point, c'est de pouvoir labelliser aussi leur parcours. C'est-à-dire que ils sont tout à fait acculturés à ce que c'est la législation, la réglementation, comment gérer ses brevets, comment gérer son éco-conception, comment gérer ses process industriels. Parce qu'il y a des gens, ils font des très beaux protos qui ne sont pas industrialisables, tout simplement. Un petit exemple, j'ai un grand don du milieu qui est venu me voir pour faire comment dire, des châssis moto en carbone. Je dis, oui, c'est absolument fabuleux, mais combien ça coûte? Comment ça se répare? Et on peut pas.
On peut pas, c'est beaucoup trop cher, alors si on veut faire du luxe, et on est fort pour faire du luxe en France, hein, parce que c'est un marché de niche mais qui fonctionne, eh ben, c'est faisable, mais moi j'ai envie de faire de l'industrie. J'ai pas envie de faire quelque chose de tout à fait isolé. Et donc on apporte cette culture-là, on apporte ces conseils-là, et on met en interaction aussi ces entreprises pour qu'elles s'entraident. Ça, c'est très important. C'est aussi une question d'état d'esprit. Il n'y a pas de concurrents, il y a que des partenaires potentiels. Il faut toujours voir comme ça. En France, on est très doué pour se taper sur la gueule. Je sais pas si c'est gaulois ou quoi que ce soit. Il y a toujours des guerres de clochers pour dire que l'autre c'est moins bien, c'est nul et nous on est les meilleurs. Non, au bout d'un moment, on se serre les coudes. Il y a peut-être une forme de patriotisme par rapport à tout ça. Et je pense que le concept de relance industrielle française doit être un étendard sur lequel il y a pas mal de gens qui peuvent se rallier. Je vous citais Startup Collectif Startup Industriel qui me paraît très intéressant, qui regroupe pas mal de gens aujourd'hui pour porter ces messages. Et moi, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec Mobility, c'est qu'on on crée des synergies plutôt que des concurrences pour que les gens puissent créer un modèle français efficace et pertinent, parce que les enjeux aujourd'hui sont mondiaux, hein. Et je dirais même plus que français, au-delà de ça, européens, pour pouvoir concurrencer des géants comme la Chine, les États-Unis, l'Inde, qui ont des outils industriels qui montent en puissance avec beaucoup moins de freins que nous. Donc on a intérêt d'être très malin et surtout de se serrer les coudes. Créer des synergies pour faire face aux enjeux qui sont mondiaux et favoriser le tissu industriel et l'économie au niveau France-Europe, voilà un très beau projet auquel on ne peut qu'adresser tous nos vœux de réussite. Alors Marc, nous arrivons à la fin de notre échange qui a été passionné et passionnant. J'espère que les auditeurs auront partagé avec plaisir le temps de ce numéro, la belle aventure de Furion. Et comme j'ai l'habitude de le dire, eh bien, restons en contact pour suivre l'évolution de tous tes projets. Et nous pouvons aussi prendre rendez-vous pour consacrer un prochain numéro du podcast du MAP à X Mobility Factory, quand la structure va voir le jour très prochainement, je crois courant de cette année 2024. Avec un immense plaisir. Encore merci Laurent pour ton initiative et puis tes émissions qui sont passionnantes à écouter. Dans la troisième partie, Marc Evnis, très attaché à la notion d'entrepreneuriat, pour laquelle il voue un véritable engagement, ne fait aucun détour pour exprimer son ressenti par rapport à la résilience dont tout créateur doit faire preuve dans le temps, mais aussi par rapport au manque de considération de la part des institutions et des organisations déjà établies. Il évoque également clairement la difficulté à trouver des financements tellement l'habitude est forte à se tourner vers le numérique au détriment de l'industrie qui présente un retour sur investissement bien plus long. Mais cela n'a pas entamé le dynamisme du créateur de Furion qui, au contraire, avoue que ces écueils n'ont fait que consolider sa volonté de réaliser quelque chose tout en prenant le soin de s'entourer de personnes positives et moteurs. En conclusion de ce numéro, le témoignage de Marc Evnis est extrêmement riche et son aventure depuis la création de Furion à ce jour est particulièrement inspirante. Voilà pourquoi il me tenait à cœur de vous la faire partager, car on y trouve à la fois tous les ingrédients de la passion, mais aussi toutes les inquiétudes auxquelles un entrepreneur doit faire face pour concrétiser son idée, et ceci malgré toutes ses convictions. Mais son projet est aussi très intéressant pour l'avenir de la mobilité car les innovations technologiques que développe la start-up sont de nature à apporter des solutions concrètes face aux enjeux de décarbonation des transports et de transition énergétique de la mobilité. Certes, Furion a débuté en travaillant sur l'hybridation et la performance d'une moto qui ne concerne pas forcément tout le monde, mais la réflexion, les développements, le savoir-faire et l'expérience que Furion accumule au fil du temps peuvent lui ouvrir aussi les portes du marché des véhicules dits intermédiaires qui répondent à un réel besoin pour la mobilité urbaine du quotidien. Nous souhaitons donc une pleine réussite à Marc et à son équipe en espérant que les beaux succès qu'ils ont pu déjà connaître, notamment au travers du partenariat avec l'armée française, leur apportent de nouvelles opportunités tant auprès des investisseurs que des industries déjà en place. Et nous adresserons notre dernier mot à l'État et au pouvoir public en relayant la parole de Marc Evnis qui encourage les grands décideurs politiques à porter un œil bienveillant en direction des nombreux petits entrepreneurs qui se lancent dans des projets hard-tech, dans une démarche industrielle qui a su se réinventer et attirer de vrais talents. Alors mesdames et messieurs les politiques, ne restez pas au stade des belles déclarations et des simples intentions concernant la réindustrialisation de nos territoires, mais agissez vraiment en encourageant et en accompagnant fortement la créativité et l'enthousiasme de ceux qui ont envie de faire, et ceci même si vous n'en récolterez pas les fruits à titre personnel. Ainsi s'achève ce numéro de la rubrique Startup et Mobilité du podcast du MAP. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous invitons à découvrir d'autres numéros sur notre site internet www.observatoire-map.org, rubrique podcast.